Bonjour Irène, où est-ce que tu te trouves? Je me trouve à Istanbul en Turquie. Moi j'habite à São Paulo au Brésil. Alors je me trouve à 50 km de Clermont-Ferrand, cette jolie ville au milieu des volcans. Je vous emmène en Roumanie. Alors je suis à côté de Castres, dans le Tarn. Moi je me trouve à Siem Reap au Cambodge. Je suis à Tokyo au Japon. La balade immobile. Nouvelle balade immobile, celle du mois de mai, avec nos complices habituels. Salut Chiara, Florence. Salut tout le monde. Et bonjour Thomas à Melbourne. Buongiorno, hola, hello. Bonjour, oui, c'est Thomas de Melbourne. Vous allez bien? Il parle italien maintenant, espagnol, on ne sait pas, c'est une espèce de LV3. mélange. C'est les conséquences de ce qu'il va nous proposer. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Très bien. Je vous rappelle quand même, en cours de langue, j'étais au fond de la classe, près du radiateur, à regarder par la fenêtre. Hein, donc, ça s'entend. Ça sent quand même. Ça s'entend un peu. Ça s'entend. Ça s'entend. J'ai gardé des restes. On se balade en Australie. Aujourd'hui, Thomas, t'es revenu avec beaucoup de sons. Une expérience qui était une grande première pour toi, puisque t'es retourné. Enfin, tu es allé pour la première fois dans un stade de foot. Tu vas nous raconter ça? Oui, j'ai été pour la première fois de ma vie. Deuxième fois, pour être honnête. La première fois, c'était au Vélodrome Marseille. Il faisait froid, je me suis ennuyé, c'était pas terrible. Et en fait, en Australie, on rencontre plein de monde. Et j'ai rencontré un joueur de foot professionnel qui s'appelle Rudy. Et en fait, il m'a proposé d'assister à un match de foot dans lequel il joue. Et ça, c'est beaucoup plus rigolo, en fait, quand tu connais le gars qui est sur la pelouse. Et en fait, il joue pour l'équipe de Melbourne Victory. Et j'ai eu cette chance d'être invité par ce joueur. En Italie, Chiara, les restos sont rouverts. Tu y es retourné pour la première fois cette semaine? Yes, c'était une expérience magnifique. Ça faisait 6 mois que j'allais pas au resto le soir. Parce qu'on avait quand même eu droit le midi. Mais le soir, c'était une expérience extraordinaire. Je vais vous raconter ça tout à l'heure. Et puis le cinéma aussi est de retour en Italie. Tu vas aussi nous en parler. Le cinéma, on en parle aussi en France avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, le mois dernier, nous avons rencontré François Le Suisse, qui est patron de cinéma ici au Sables d'Olonne. On a eu l'idée, dans la foulée, de faire revenir les spectateurs au cinéma. On a évoqué très brièvement ce moment le mois dernier dans Balades Immobiles. Et ces spectateurs, en fait, nous ont raconté leur lien, leur histoire avec le cinéma. Ça a donné lieu à un petit film qui est visible sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube de Balades Immobiles. Puis toi, Letty, tu nous emmènes à Barbès ce mois-ci. Ouais, j'avais envie. Ouais. Et pourquoi Barbès? Parce que c'est un endroit où déjà quand tout est ouvert, on voyage. Et puis j'ai eu envie de m'intéresser à l'histoire de ce quartier. On va commencer par toi, Chiara. Tu nous racontes un petit peu ton retour au restaurant en Italie. Comment ça s'est passé? Alors, c'était une excellente soirée. Déjà, il faut savoir que tout le monde est très motivé ici pour aller au resto parce que ça fait l'expérience depuis la fin du confinement. Donc, il pleuvait. Mais quand je dis il pleuvait très fort, mais tout le monde était un peu agglutiné au-dessous des espèces de parasols, parce que tous les restaurateurs s'étaient organisés pour avoir des parasols en cas de pluie. Mais c'était très bien, avec un petit chauffage derrière sur mon cou, donc c'était confortable. Et on a mangé des plats extraordinaires et surtout bu du vin, parlé avec le restaurateur, tchatcher avec les voisins de table. C'était une ambiance que je n'aurais jamais pensé aimer autant avant le confinement, je veux dire. On a hâte. Ici, c'est un petit peu pareil. La perspective de la réouverture fait que les restaurants sont pris d'assaut pour des premières réservations. Et je crois que déjà jusqu'à fin mai, en tout cas ici au Sables d'Olonne, certains établissements affichent complet. Parce que je ne sais pas comment c'est en Italie, mais ici, on pourra rouvrir qu'en extérieur. Mais il y a encore des doutes sur les jauges, sur la capacité d'accueil des restaurateurs. Donc, ils prennent les réservations, mais avec un point d'interrogation sur concrètement comment ça va se passer. Alors ici, c'est la même chose. Donc les restaurateurs ne peuvent proposer que des places à l'extérieur. Bon, on a l'avantage que normalement, il fait assez beau le printemps et l'été, donc il ne devrait pas y avoir beaucoup de problèmes. Mais les gens sont très motivés et surtout les restaurateurs sont très motivés. Et j'ai vu un petit changement dans la culture et dans la manière de faire. Parce que, en fait, avant, le florentin moyen, je dirais, ou l'italien moyen, n'aurait jamais, mais jamais de la vie pensé de s'asseoir pour manger sur un trottoir. Chose qui, vous êtes bien d'accord, par exemple, c'est fait très facilement à Paris, oui. où
Et pourquoi Chiara, les Italiens sont pas fans de ça? Pour eux, le restaurant, c'est assis et un peu formel? Bah oui, ça doit être confortable. Là où le trottoir avec les voitures qui passent à côté, le chien qui passe et qui aboie, ou à côté des poubelles, bon, ça fait pas trop l'ambiance, on est d'accord. Après, à Paris, comme il n'y a pas beaucoup de chances de s'asseoir au restaurant où il n'y a pas souvent du soleil, dès qu'il y a un rayon de soleil, toutes les terrasses... Et il y a beaucoup de poubelles. Aussi, beaucoup de poubelles, voilà. Accessoirement. Et qu'on a l'habitude de ça, du coup, on fait des trucs qui sont imaginables à l'Italie. Ou même, on a beaucoup plus l'habitude des pique-niques. Quand je dis pique-nique, je pense un peu au 10e arrondissement. Aidez-moi parce que maintenant je perds mon français, mais comment s'appelle le petit fleuve entre guillemets, le canal Saint-Martin. Voilà, le canal Saint-Martin. Donc, le canal Saint-Martin, le pique-nique sur le canal Saint-Martin, c'est quelque chose qui est un peu choquant pour un Italien moyen. Parce que t'es quand même assis dans la rue et tu fais ton pique-nique au milieu des échappements des voitures. Donc, on n'a pas l'habitude de ça. Oui, ça donne du goût. Exactement. À un moment donné, pizza ananas. Poubelle à côté. Ou un pissoir, parce que ça oui, aussi. Un pissoir. Tu vas te faire des amis, Chiara. Tu vas te faire des amis. Je crois que tu vas te faire des amis. Je l'ai fait aussi, donc je Chiara prends sur nous fait moi. Une balade à Paris, en fait. C'est ça, au final. Et du coup, on n'avait pas l'habitude de ça, mais Covid oblige, comme on ne peut que manger à l'extérieur, déjà, on a pris l'habitude de pique-nique n'importe où, parce qu'on prenait à importer et pour faire quelque chose, voilà, on acceptait quand même de le faire n'importe où. Et là, j'ai vu, les restaurateurs ont pris toute place possible. Donc, j'ai cru que t'allais dire on pris 15 kilos, mais... Non, les pauvres. Non, mais vraiment, ils ont exploité tout ce qui était possible d'exploiter. Donc, c'était une ville transformée hier. En me baladant, j'ai cru, à un moment donné, me balader à Paris. Et c'est marrant parce que tu parles de pique-nique, et ici, le pique-nique à Melbourne, c'est toute une organisation, c'est hallucinant. Ils ont le petit plateau avec les petits pieds qui posent sur l'herbe, et je vous jure que c'est vrai. Ils ont les verres à vin ou à champagne. Ils ont le petit bouquet de fleurs. Ils ont le petit plateau de fromage avec la confiture de figues et compagnie, la petite charcuterie. C'est un setup, on se croirait dans un film. Et ils font tous ça, c'est hallucinant. C'est beau. Et toi, t'arrives avec... Oui. Est-ce que, comme en Californie, t'as des barbecues publics dans les parcs que tout le monde peut utiliser, ou vous avez pas ça à Melbourne? Bien sûr, on en a partout des barbecues électriques. T'appuies sur le bouton, c'est gratuit. Tout le monde les nettoie après utilisation. Et de toute façon, tous les matins, il y a des équipes qui font la tournée de tous les barbecues pour tous les nettoyer. Et oui, tous les parcs sont équipés de barbecues. Ouais. Et j'ai souvenir de ça. À côté de San Diego, il y avait des barbecues comme ça installés sur la plage. Et il y avait des grandes aires de verdure derrière la plage avec les mêmes barbecues. Et les gens viennent le week-end, ce qu'on ne pourrait pas imaginer à Paris. Ou en France, ou dans des pays latins, tout simplement. Ils viennent, ils s'installent, ils cohabitent, ils partagent le barbecue. Et quand la journée est finie, tout le monde nettoie le barbecue public, s'en va, rentre chez soi, et voilà. Et c'est des installations publiques partagées, c'est nickel. Et tout le monde profite, il y a une ambiance extraordinaire. C'est la dit, moi je le vois très bien sur le canal Saint-Martin, un truc comme ça, t'imagines? Le barbecue tout au long entre les ponts. Ce serait un sacré bordel. Hein. Si ça fait comme les Vélib, je leur donne pas 24 heures. Ouais, pour se retrouver dans le canal. À Melbourne, Thomas, il y a des barbecues, il y a de la musique aussi un petit peu partout. Toi, t'es sorti ce mois-ci avec ton magnéto pour nous ramener quelques ambiances. Tu peux nous en parler. Tu nous as envoyé plein de sons, je te propose de les écouter. Et puis, tu les commentes au fur et à mesure, d'accord ? Avec plaisir. Magnéto, Serge. Bon, c'est pas tellement de la musique australienne, là, ce qu'on entend. Et non, mais comme je l'explique très régulièrement, il faut suivre, Fabien, il faut suivre, quand même. Melbourne, ça se voit, hein, c'est une ville très européenne. Donc là, c'est latino, s'il y avait de la salsa et compagnie, c'était super, super sympa. Moi, je suis resté à l'extérieur, en fait, hein, avec les odeurs de paella, de barbecue et compagnie, puisque oui, nous sommes dans une situation totalement normale. À Melbourne, nous n'avons pas de Covid, donc les festivals ont repris de plus belle avec nos limites de jauge. Et c'est vrai que c'est super sympa, tu te balades comme ça. Donc on est descendu du tramway, on a été du côté du Shrine of Remembrance. J'adore faire l'accent bien pourri. Et donc on entend de la musique au loin, il y avait ce festival très sympa.
franchement, c'est hallucinant de voir cette vie. Je bloque encore, mais normal, et la chance que l'on a. Et on n'a pas le droit de se plaindre, nous ici. De se dire, oui, on n'a pas possibilité de venir vous voir, mais aussi on est dans une situation quand même assez inédite dans le monde, puisque on a pu enfin, comme j'expliquais la semaine dernière dans une radio, revenir à des jauges totalement normales d'avant Covid. Thomas, est-ce que tu sens plus d'envie des gens ? Est-ce que les gens sortent plus ? Parce que quand même, vous avez eu l'un des confinements les plus drastiques au monde. Est-ce qu'il y a plus de monde qui assiste à ces événements ou c'est comme avant ? Est-ce que c'est juste normal comme avant ou il y a un truc qui a changé ? Le rapport à la promenade dans la rue, les événements de rue ? J'ai l'impression que les gens profitent beaucoup plus de ce qu'ils ont à portée de main. C'est-à-dire que précédemment, les gens partaient plus, on va dire, dans le Regional Victoria, un peu plus loin de Melbourne, ou restaient plus chez eux, etc. Alors déjà, les gens ont une tendance, les Australiens vivent beaucoup plus dehors par rapport à nous, Français. Et là, c'est vrai que les rues, j'ai entendu ça cette semaine, les rues de Melbourne, au nombre de pas, parce qu'ils ont des capteurs sur les trottoirs, est revenu, le nombre de pas a eu le même taux qu'avant le Covid, en termes de fréquentation, dans le CBD de Melbourne, dans le centre-ville. Et moi, c'est une ambiance que j'aime bien le côté avec les grandes tours, les magasins, l'ambiance avec la musique, etc. Et comme ce type qui joue du violoncelle sur les bords de la Yarra, juste à côté de l'opéra de Melbourne. Et voilà, c'est des moments privilégiés que l'on a aujourd'hui, dont on profite un maximum, puisqu'on ne sait jamais, nous, ça peut replonger aussi demain. Hein. Il ressemble à quoi l'opéra de Melbourne ? Il est laid. Non mais franchement c'est d'une laideur et c'est un bâtiment en béton. Enfin il y a pas mal de choses qui sont très belles dans Melbourne, mais alors ce bâtiment c'est une verrue quoi. Je suis désolé, il est vraiment pas beau quoi. C'est d'une laideur totale. Il est pas beau. J'avais celui de Sydney dans la tête. C'est pour ça que je te pose la question. Mais Sydney, ils ont que ça en fait. Hein, la battle avec Sydney. Non, mais c'est vrai qu'il y a une vraie battle entre Sydney et Melbourne parce que nous avons beaucoup de festivals. On a le Grand Prix de Formule 1, on a le tennis, on a pas mal de choses sur Melbourne en termes d'activités culturelles. Et Sydney, ils ont l'opéra, certes, mais ils n'ont pas tous ces événements internationaux qui se déroulent sur Melbourne. Et d'ailleurs, pendant un moment, lors de l'Open d'Australie, ils ont fait les yeux doux en disant « Venez sur Sydney, c'est mieux ». Et finalement, on l'a pas lâché, l'Open d'Australie est resté ici à Melbourne. Non, c'est vrai qu'il y a plus de culture et d'ailleurs, à chaque fois que j'entends Rafael Nadal, c'est un peu comme si j'écoutais Victor Hugo. J'adore. Est-ce qu'on fait du surf à Melbourne ou c'est qu'à Sydney ? Oui, une des places mondiales du surf, c'est la Great Ocean Road, ce qui est sur l'est de Melbourne, si je me trompe, cette fameuse route qui part vers Adélaïde, qui est le long de la côte, et notamment il y a, je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, la scène finale de Point Break qui a été tournée sur une des plages de ce côté-là de l'Australie, et il y a les plus belles vagues c'est un des spots, un des meilleurs spots mondiaux, il y a toujours des compétitions de surf et tout. Pourquoi j'ai Perth en tête ? Ça, c'est l'extrême est, Perth. Mais pourquoi j'ai ça en tête pour le surf ? Je sais pas. Je suis jamais allé à Perth. C'est la ville, je crois, la ville la plus isolée au monde, Perth. Ah ouais ? Ouais, tout s'arrête à 20h, c'est pas très funky comme vie là-bas, j'y suis jamais allé, j'aimerais bien aller voir. La météo est très douce, il fait souvent chaud. J'ai discuté avec pas mal de gens qui ont habité et qui sont de Perth, ici, des Australiens, qui m'expliquaient que la condition... Ils sont tous partis parce que la météo est vraiment, il fait chaud tout le temps, quoi. C'est 30-35 toute l'année. C'est pénible. Donc c'est pas rigolo, tu vis sous la clim. Ouais, non, c'est pas confortable ici. Le Victoria a vraiment une météo variée, c'est-à-dire qu'on peut avoir du chaud, du froid. Normalement, on est en automne. Et comme, on peut tout dire, je suis un peu en retard aussi pour le podcast, parce qu'aujourd'hui, on a une journée d'été, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, en fait, malgré qu'on soit en automne. Et donc, vous êtes rendu en famille à une fête aujourd'hui ? À une fête, oui, un barbecue entre amis, oui. Au-delà de la José 6. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne comprends absolument pas ce que tu veux dire par là. Retour en Italie avec toi, Chiara. Tu parlais du resto tout à l'heure. Tu es aussi retourné au cinéma cette semaine.
Oui, c'était magnifique. C'était hier soir. Les cinémas ont ouvert depuis 2 jours. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de programmation. Il y a très peu de films qui sont dans les ciné. On ressort beaucoup des documentaires, de vieux festivals, des trucs comme ça. Mais quand même, hier soir, j'ai pu voir Nomadland. Je ne sais pas s'il est déjà sorti en France. C'est un film de Chloé Zhao qui a gagné des Oscars, en fait, pour plusieurs raisons, et qui parle... c'est une histoire assez intéressante parce que ça m'a donné la possibilité de comprendre une certaine réalité des États-Unis que je ne connaissais pas. C'est-à-dire, il y a des gens qui décident de quitter le système économique qu'on connaît tous et de vivre en tant que nomades dans leur van. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas isolés, mais en fait, il existe un espèce de groupe d'entraide. Et donc, ils se retrouvent entre eux dans certains endroits au milieu du désert où il n'y a rien, et ils s'aident d'un point de vue pratique, psychologique. C'est en fait une vraie famille. Et l'idée, c'est qu'ils vivent avec très peu, en faisant de boulot par-ci, par-là, surtout des trucs saisonniers. Mais ils arrivent à très bien vivre, et l'idée c'est que à un moment donné, tous, à cause d'un deuil ou d'un truc pas très sympa qui leur est arrivé dans la vie, ils ont compris que la vie était trop courte pour la passer à travailler et à ne faire que ça, sans penser à vivre vraiment. Le titre du film, c'est Nomadland, et en fait, il aurait dû sortir en France le 30 décembre dernier. On imagine qu'il ne s'est pas passé grand-chose le 30 décembre, malheureusement. Donc on devrait, je pense, avoir le plaisir de découvrir ce film dans les semaines qui viennent en France, parce que normalement, les cinémas devraient rouvrir. Oscar du meilleur film, Oscar de la meilleure actrice, du meilleur réalisateur, Lion d'or, Golden Globe du meilleur film dramatique. Ouais, ça rigole pas. Ouais. Et avec une belle distribution, et notamment Frances McDormand d'ailleurs, qui a beaucoup tourné avec les frères Cohen, et on se souvient du magnifique film Fargo sorti dans les années 90. Ça va. C'est vrai. Non, mais c'est un film qui vraiment mérite. Après, pas tout est parfait, je trouve. J'aurais des critiques à faire, mais l'interprétation de la fille, du protagoniste, est vraiment excellentissime. Donc. Rien que pour ça. Et puis, l'histoire est intéressante. Bon, après, c'est un film très dur. Hein. C'est-à-dire il n'y a pas un seul moment de bonheur dans tout le film, par exemple. Ça donne envie. Écoute. Là, tu nous as vendu du rêve, là. Il n'y avait que ça, hein, donc je ne pouvais pas choisir. Mais négocie avec ton patron de salle. Dès que les cinémas français rouvrent, c'est-à-dire très bientôt, je pense que le film d'Albert Dupontel, Adieu les cons, qui a été le dernier pour nous, qu'on ait eu la possibilité de voir au ciné, va sortir en Italie. Il faut absolument qu'il le distribue. Et, j'espère. Là, tu vas rire. Et puis en même temps, Adieu les cons, c'est une vraie critique de la société, du monde dans lequel on vit. Oui. C'est comme toujours avec Albert Dupontel, extrêmement intelligent, c'est fin, c'est drôle, c'est très émouvant aussi. On va pas raconter la fin quand il meurt. Non, je plaisante. Oh non. Non, c'est vraiment un film à voir. C'est quoi le thème ? C'est en fait le pitch du film. C'est l'histoire d'un type qui travaille dans un grand ministère. Il est informaticien, le type est assez brillant. Et il se retrouve sur la touche, on le met sur le côté, on le placardise pour laisser la place aux jeunes. Et l'histoire commence là, je ne vais pas raconter la suite, mais il lui arrive tout un tas d'aventures assez rocambolesques. J'ai hâte. Et ça donne à réfléchir sur la société dans laquelle on vit, encore une fois. C'est très chouette. J'ai vraiment hâte, même si j'ai peu d'espoir, parce que la distribution des films français en Italie, je ne sais pas pourquoi, c'est fait de manière au compte-gouttes. Et souvent, il n'arrive que doublé. Ah, zut. Ce qui est une catastrophe. Parce que le doublage des films américains, encore ça va, mais le doublage des films français, c'est vraiment pas bon. Enfin, la conclusion de tout ça, c'est quand même qu'il faut aller voir des films iraniens sous-titrés en japonais, comme ça on n'est pas ennuyé. C'est quand même beaucoup mieux. On va rester dans l'univers du cinéma. Le mois dernier, on a raconté l'histoire de François Le Suisse, patron de cinéma de multiplex ici au Sables d'Olonne. Son cinéma est fermé depuis 6 mois. Il nous a raconté son histoire, sa passion avec le cinéma. On est dans la foulée allé à la rencontre, ou plutôt on a fait revenir les spectateurs dans cette même salle de cinéma.
et on a recueilli leurs témoignages, leurs histoires, leurs liens avec la salle de cinéma à travers des souvenirs d'enfance et les spectateurs qui sont revenus nous ont aussi raconté ce que représente le cinéma, la salle de cinéma dans leur vie de tous les jours. Je vous propose d'en écouter un extrait. Le cinéma, c'est vraiment un moment unique, très personnel, très centré sur soi. C'est pas facile à expliquer. Tu rentres dans ta bulle, tu rentres au cinéma. Voilà, pour moi, t'oublies tout. Tu viens là, tu rentres dans le film et puis voilà, il est pour toi. C'est vraiment une pause, un arrêt sur image un peu, vous voyez ? Moi, ce qui me plaît dans le cinéma, c'est que il y a le grand écran, c'est plus grand que la télé, et que... Oh bah ça c'est sûr. Il y a le popcorn et il y a aussi les bonbons. Dans une salle, t'as une ambiance, il y a une odeur, c'est comme quand tu vas au théâtre. Pareil, c'est autre chose. T'es transporté que chez toi, tu consommes. Je peux pas consommer de l'image comme on consomme de la télévision. Il faut que j'ai une démarche de choix de film, de venir dans une salle et puis d'être dans une ambiance. L'ambiance est essentielle pour moi. Et l'ambiance, on la trouve que dans les salles. Je pense que ça fait un peu comme un amplificateur. C'est-à-dire que les émotions, elles sont amplifiées parce qu'on est des centaines à voir la même chose en même temps. Effectivement, on ne se connaît pas. Effectivement, on peut même venir avec sa famille, mais on ne se parle pas forcément quand on regarde le film. Mais il y a cette énergie du cinéma qui fait que ça rend vraiment ce moment magique, quoi. Salle de cinéma, on éteint, on fait un espèce de... C'est un petit rituel, quoi, quelque part. Et comme tout rituel, c'est une préparation psychologique. Et puis on vit ensemble quelque chose, une autre vie, et d'autres émotions. Et ces émotions, on se les permet peut-être plus que chez soi. C'est ça l'ambiance un peu magique du cinéma. On voit les choses différemment, on les apprécie différemment, on rit différemment aussi. Parce qu'on rit avec les gens. On n'est pas tout seul devant une télé ou à deux. Quand vous avez pleuré ou ri ou pleuré de rire, vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui avez vécu cette émotion. Puis au moment où la lumière se rallume, vous vous rendez compte que tout le monde a pleuré, tout le monde a ri. Pour moi, c'est une ouverture sur la vie, sur le monde, sur la culture de l'autre. Découvrir des choses des pays, des environnements qui existent ailleurs et que je ne connais pas, quoi. Il m'a fait découvrir des choses qui nous étaient quelquefois cachées. Et tout ça sur un groupe de personnes, et après il y a un partage. C'est ça le cinéma, c'est le partage des émotions, Cette puissance d'émotions, de sons, d'images, Il y a un côté magique quand même de voir des gens qui nous dépassent, qui sont plus grands que nous sur un écran blanc qui prend vie comme ça. C'est un moment magique qui reste dans la tête pendant des années en fait. C'est quelque chose d'indispensable. C'est de la chaleur humaine. Je pense qu'ils ont su exprimer ce que moi j'ai pas su exprimer tout à l'heure. C'est exactement ce moment magique. C'est à cause du film. Cette bulle. Ça doit être ça. Mais j'ai vécu les mêmes choses. Et c'est aussi ce qui m'a marqué, le partage d'une histoire avec les gens avec qui tu vas au cinéma. Nous, on était 3 et c'est vrai qu'après, on est restés jusqu'au bout. En fait, ils nous ont dû prendre et nous faire sortir. On était restés tous les 3. On a vu tous les titres de la fin et on avait vraiment envie de discuter de cette histoire nouvelle qu'on avait vécue ensemble. Moi, ce que j'aime dans le générique, c'est que ça rend l'œuvre collective, finalement. Par exemple, dans mon métier à moi, rarement, quand je fais quelque chose... Non, je suis pas citée quand on a réussi le job. Juste, on a réussi le job, mais toutes les personnes qui sont impliquées dans un projet, etc., juste, elles prennent leur salaire et rien de plus. Et on leur dit pas forcément... merci, ou on les met pas en valeur d'une manière ou d'une autre parce que c'est juste normal. Et donc j'aime bien cette dimension collective donnée au film grâce au générique. Thomas, on va changer de sujet complètement. Tu es allé dans un stade de foot. Alors, c'était pas tout à fait la première fois, c'était la seconde fois de ta vie que ça t'est arrivé. La première fois, c'était, tu le disais, au stade Vélodrome. Là, c'était
à Melbourne. C'était à Melbourne et le nom du stadium, du stade, va faire rêver plus d'un parce que c'est le Marvel Stadium. Et pour la petite histoire, j'ai rencontré donc un joueur de foot qui s'appelle Rudy, qui est un Français, qui est originaire de Metz, qui a joué beaucoup en Angleterre et qui a déménagé à Melbourne avec sa famille, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est super gentil, et qui m'a proposé de venir assister à son match il y a une semaine ou 15 jours, je ne sais plus exactement. Et donc, ils ont gagné. Et c'est magique parce que déjà il y avait personne dans le stade, c'était très très vite parce que c'était pas non plus un très grand match. Ils ont moi je trouve très bien joué. Il faut savoir que mon niveau de foot est aussi bon que mon niveau d'allemand, c'est-à-dire nul. J'y connais rien, je comprends juste quand la balle va dans le but en fait et que les gens sont contents. Et en général, je loupe l'action, c'est-à-dire que je me lève après tout le monde. Hey, super. mais à côté de ça, c'est une ambiance assez rigolote parce que il y avait les supporters. Alors c'est vrai que quand t'assistes à un match à Marseille, c'est beaucoup plus virulent. C'est-à-dire que les mecs, ils envoient du lourd, quoi. Bon, on va commencer déjà par le début. Stand By Me. Qui est-ce qui chantait ça? C'était pas Ben King? Alors, avant le match, il y a une cérémonie militaire parce qu'il y avait Anzac Day quelques jours après. Donc il y avait tout un cérémonial militaire avec des pas, machin et tout ça. Donc c'est marrant parce que t'as les joueurs qui se sont échauffés, ils galèrent un peu parce que tu les vois bouger, ils ont mal aux jambes, parce que c'est quand même des sportifs de haut niveau, il faut pas l'oublier. Ça peut prêter à sourire, mais c'est vraiment des sportifs de haut niveau qui ont un entraînement assez dur tous les jours. Et donc de rester comme ça statique, c'est difficile pour eux. Donc il y avait tout ce cérémonial avec le drapeau australien, une militaire, une marine qui a chanté l'hymne australien avec une voix. Et je peux vous dire un truc qui m'a scotché, c'est que tout le monde, pendant le cérémonial, se lève et respecte le silence. Après, on s'est lâché, on a chanté. Et après, l'ambiance était quand même beaucoup plus chaude, plus électrique. Alors oui, parce que c'est Melbourne Victory que j'ai été voir, donc l'équipe pour laquelle joue le copain. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils avaient bien mené pendant tout le match. Et genre, quelques, 20 minutes, une demi-heure avant la fin, ils se sont pris plein de buts. Donc ça commençait à être un peu tendu. Donc il y a les supporters de la même équipe, de Melbourne, qui étaient d'un côté et de l'autre, puisqu'ils jouaient contre Sydney. Et vu que les supporters de Sydney ne sont pas venus, donc ils mettaient une pression, donc ils se faisaient un écho d'un bout à l'autre du stade pour les joueurs de Sydney, et je pense que ça a bien marché puisqu'ils ont gagné à un point près, ils ont sauvé le match. Donc, mais c'était une expérience extraordinaire, j'aimerais bien y retourner. Il est couvert le stade ? Non, il n'est pas couvert. Et c'est vrai que si par exemple il y a des grosses pluies, je lui ai posé la question, d'ailleurs j'ai posé des tonnes de questions, comment ça se passe en termes d'entraînement, quand il fait froid, etc. Les mecs sont toujours dehors, quoi. Ils prennent cher quand même. Qu'est-ce qui différencie un match de foot en France, toi qui as assisté une fois dans ta vie à un match au stade Vélodrome? La différence entre un match de foot en France et en Australie, c'est quoi? Écoute... En termes d'ambiance, j'entends, les règles sont les mêmes, j'imagine. Mais... Attends, oui, mais mais ce qui était très drôle, c'est quand j'ai assisté au match de l'OM à Marseille, il y avait personne dans le stade. C'était aussi rempli que celui que j'étais à Melbourne, donc je connais pas un stade rempli, en fait, j'ai jamais vu de ma vie un stade rempli, j'y connais rien du tout, et j'aimerais bien, c'est vrai, aller assister à un match où il y a un peu plus de monde. Alors c'est peut-être parce que c'était un petit match, et je suis impatient d'aller assister à un match peut-être un peu plus important. Pendant qu'on parlait foot, il y a mon ami Eren qui envoie un petit message depuis Istanbul, et ça me rappelle le stade de Beşiktaş, parce que les Turcs sont des malades de foot aussi, et j'y avais assisté à un match entre Galatasaray et Fenerbahçe. Et les Turcs et le foot, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça, mais il faut découvrir. C'est incroyable. C'est pas une chanteuse, Galatasaray? Non, c'est Rika Zaraï. Ah, Rika Zaraï. C'est pas la même. Oh la vanne. Galatasaray, c'est un quartier d'Istanbul. J'aurais pas osé, mais bon. C'est un beau quartier d'Istanbul, Galatasaray. De Melbourne, on part à Paris justement avec toi Laetitia. Tu nous racontes cette semaine l'histoire de Barbès. Pourquoi Barbès ? Je ne sais pas. J'ai eu envie de voyager près. J'ai eu envie de me rappeler ce quartier-là. Je ne sais pas pourquoi c'est venu. J'ai pas d'explication rationnelle. Mais j'ai eu envie de me plonger, mais déjà moi, dans l'histoire du quartier. Et je me suis dit, il y a un truc à faire, je vais essayer de vous partager ça. Alors, c'est une première. Et quelle première ? Fabien m'a grandement aidé à habiller ce petit documentaire, parce que c'est long, je vous préviens. Mais j'ai eu plaisir à le faire, j'ai plaisir à le partager. Et j'espère que ça vous transportera dans l'histoire
dans les rues de Paris, dans les odeurs, dans plein de choses. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire d'un quartier, de vous balader dans ses rues, son ambiance, son histoire. Imaginez-vous à Paris. Ce quartier parmi les plus emblématiques, c'est lui. Bagdad sur le boulevard, Sirena, Rochechouart, les héros de Barbès courent à toute vitesse. Barbès est connu à travers le monde entier pour le pire et pour le meilleur, comme aurait dit Marc Prince. Mais quand on prononce ce nom, autant d'images d'Épinal et d'idées toutes faites se bousculent. À l'étranger aussi, Barbès est un symbole, car les touristes profitaient de la visite de Montmartre pour pousser jusqu'au quartier, quelques encablures plus loin. À tel point que dans les années 90, et au risque de casser une autre idée bien reçue, ça n'était pas la Tour Eiffel, figurez-vous, à Paris, qui était le monument le plus visité, c'était Tati. Mais alors c'est quoi Barbès ? Côté administratif, Barbès n'est pas un quartier, mais un simple carrefour entre plusieurs boulevards haussmanniens. Et on va le voir, ça lui va bien à Barbès ce nom de carrefour. C'est un carrefour et quelques rues autour d'une station de métro, Barbès-Rochechouart. Juste après l'exposition universelle de 1900 et la mise en service de la première ligne de métro qui reliait Vincennes à la Porte Maillot, c'est autour de cette jonction entre les 9e, 10e et 18e arrondissements de devenir un cratère géant et de voir se dresser en 1907 la station de métro aérien de la ligne 4 qui traverse Paris du sud au nord. Aujourd'hui, la ligne 2 qui dessert la ville d'est en ouest s'y arrête également. Vous vous le demandez, qui c'est ce Barbès-Rochechouart ? Eh bien en fait, il y a Barbès et il y a Rochechouart. Barbès s'appelait Armand, c'était un révolutionnaire, un opposant à la monarchie de Juillet, un théoricien de l'anarchisme et le chef de l'insurrection de 1839 qui visait à renverser Louis-Philippe avec son ami Auguste Blanqui, qui deviendra d'ailleurs son meilleur ennemi. Il fait partie des rares à avoir été condamné 2 fois à mort et à s'en être tiré. La première fois grâce à Victor Hugo et la deuxième grâce à Louis-Napoléon Bonaparte. Il partira finir ses jours aux Pays-Bas, ne reverra jamais ni Paris ni la France. Quant à Rochechouart, il s'agit plus précisément de Marguerite de Rochechouart de Montpipeau. Elle n'était pas flûtiste, Marguerite, c'était une religieuse, l'une des abbesses de Montmartre, à la tête de l'abbaye au début du XVIIIe siècle, et surtout l'une des rares femmes à avoir donné son nom à une station de métro. Pour vous raconter l'histoire de Barbès, il faut un peu tourner la machine à remonter le temps. L'histoire de Barbès est intimement liée à celle de Montmartre et aussi à celle de la Goutte d'Or. Imaginez que dès l'époque gallo-romaine, les coteaux de l'Île-de-France sont recouverts de vignes. Au Moyen-Âge, ces mêmes coteaux sont voués à la gloire du dieu Bacchus. Et jusqu'au XVIIIe, on y produit le meilleur vin du pays. La surface cultivée s'étend à plus de 42 000 hectares. Rien qu'autour de Paris, on cultivait des vignes à Belleville, à Passy, à Auteuil et aussi à Montmartre. Chaque année, les vignerons de ce quartier offrait au roi le jour anniversaire de son couronnement 4 muids de vin. Ça représente quand même la bagatelle de plus de 1000 litres. Puis les moines ont repris l'exploitation des vignes et plus tard, Saint-Louis va organiser un genre de concours d'œnologie. Ici commence l'histoire du quartier de la Goutte d'Or, car une année, le prix du roi des vins a été attribué à un vin blanc de Montmartre appelé la Goutte d'Or à cause de sa couleur doré. Ainsi naît le quartier de la Goutte d'Or. Au milieu du 19e, marchands de vin et plâtriers cohabitent dans ce charmant hameau campagnard. Saviez-vous que la rue Blanche tient son nom de la pellicule de poussière que les carrioles laissaient derrière elles en transportant le gypse des carrières de Montmartre vers Paris ?
Et pendant que la réputation du piccolo de Montmartre allait décroissant, on l'appelait ainsi le piccolo levain de Montmartre, des ateliers de métallurgie s'installent. Antoine Pauwels va créer une usine de machines à vapeur. Les terres agricoles sont petit à petit rachetées par des lotisseurs et vers 1830-1840, la population devient plus ouvrière. Le quartier offre d'ailleurs des loisirs à cette population ouvrière qui s'y amuse et aux bourgeois qui viennent s'y encanailler. L'église Saint-Bernard, un modèle d'architecture gothique, est construite en 1861 et une certaine Louise Michel d'ailleurs va y animer 10 ans plus tard un club révolutionnaire. Quelle histoire cette église Saint-Bernard, on y reviendra tout à l'heure. Car l'événement le plus marquant de cette période, c'est le rattachement à Paris en 1870. Ce qui change avec ça, c'est que les habitants des anciens quartiers du centre de Paris sont peu à peu expulsés pour peupler les quartiers nouvellement rattachés. La vocation de la Goutte d'Or est aussi d'accueillir les vagues de population venant de province, attirées par le travail, les industries. Ainsi arrivent des Alsaciens, des gens du Nord et même des Picards. Ça explique en partie la structure des logements à Montmartre, des logements petits pour célibataires montés à la capitale, des hôtels, des meublés. Et depuis lors, le quartier a toujours été un lieu d'accueil de toutes les vagues migratoires. Arrivent des Belges, des Polonais, des Espagnols, des Portugais, puis les premiers Kabyles à la fin du 19e également. Cette fin du 19e, elle est très bien racontée par Zola dans L'Assommoir. L'Assommoir, c'est un bistrot de quartier où les ouvriers venaient boire leur paye, une époque où se côtoient misère ouvrière, promiscuité et alcoolisme, prostitution également. En ce temps-là, dans chaque famille, on blanchissait de mère en fille. Le chansonnier Aristide Bruand nous parle de cette époque. À la fin de la guerre, la première, la vie est marquée par la pénurie alimentaire et la crise du logement. Pas uniquement à Paris d'ailleurs, mais dans le quartier de Montmartre et de la Goutte d'Or, les cafés-concerts et les brasseries d'angle si caractéristiques sont passés de mode au profit du music hall. Maurice Chevalier et Mistinguett enchantent le casino de Paris. L'illustre Bico est à l'affiche de la Gaîté Rochechouart. Elle sait conduire une automobile, Cécile, Cécile. La mécanique pour elle c'est le bonheur. Elle connaît tous les secrets du moteur. Moins célèbre et plus populaire, la fourmi du 10 Barbès ou le lapin agile où chacun apporte son pâté et son litron pour écouter pousser la chansonnette. Elle est plus forte qu'un vrai mécanicien. Puis l'esprit frondeur de la belle époque s'étiole et les nouveautés sont plus dans les bals du samedi soir, le jazz et le scandaleux tango. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Suivez-moi maintenant jusqu'au 24-26 du boulevard de Clichy. Ici se trouve le Petit Jardin. C'est un haut lieu de réunion de la pègre, la Goutte d'Or étant tenue par les Apaches, qui parfois se sont un peu décalés, notamment dans cet endroit. Mais le Petit Jardin, c'est surtout le lieu où une certaine enfant de la balle débutera un petit peu plus tard. Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent les orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait pas vu, pas pris. Côté culture, au bien onéreux théâtre sont préférées l'école de musique gratuite et les cinémas qui poussent comme des champignons. Le Mira Palace, depuis remplacé par une église, et surtout le Gaumont Palace, un cinéma, tenez-vous bien, de 5000 places, doté d'un orchestre accueillant plus de 60 musiciens. Désormais, un Castorama. Mais il n'en est qu'un seul et il continue inexorablement à être le point de repère de Barbès. Vous le connaissez ? Le Luxor, évidemment. Le Luxor, il est côté 10e arrondissement. C'est un cinéma splendide des années folles qui participe depuis sa création en 1921 à l'énergie du quartier. Il a eu ses heures de gloire, le Luxor, et beaucoup de chance. La chance d'avoir croisé Jack Lang qui lui a évité, tout comme à l'Olympia, de finir en Castorama comme son voisin. Comment il a fait, Jack Lang ? Très simplement, en faisant inscrire la façade du cinéma
au registre des monuments historiques, évitant ainsi à tout jamais sa destruction. Et le Luxor a aussi eu la chance de croiser les habitants du quartier plus tard, qui se sont mobilisés pour sa rénovation et sa réouverture. Après la Deuxième Guerre mondiale, les vagues migratoires se poursuivent, avec l'immigration nord-africaine qui fait son apparition à Barbès dans les années 50-60. Je suis le bonhomme en bois des fameuses galeries Barbès. On m'adore dès qu'on me voit. Venez me voir, Roublard Barbès. Bois, je suis le bonhomme en bois. Barbès a toujours été un lieu de commerce. Il y avait déjà les galeries du Fayel où on pouvait acheter à crédit, les galeries Barbès pour les meubles, et aussi le marché Saint-Pierre pour le tissu à la découpe. Ce qui est caractéristique dans ce quartier, c'est que le commerce se fait autant dans les échoppes que dans la rue. Et ça n'a pas échappé à un Tunisien de la Goulette, un certain Jules Ouaki, qui va fonder en 1948, juste là sur le carrefour, un grand magasin populaire et discount avec des bacs dehors où on peut toucher la marchandise. Mon multiplicateur est très variable. Nous avons des articles que nous vendons au multiplicateur 1,40, 1,50. Nous sortons parce que nous faisons un très gros chiffre d'affaires et nous achetons de très fortes quantités avant la saison. À cette époque, Barbès reste et demeure le terrain privilégié de la recherche et de la création artistique. Dans les années 60, il sera le fief de la résistance algérienne. Plusieurs nuits durant, les forces de police sont restées en état d'alerte à Paris à la suite des manifestations auxquelles avaient pris part 20 000 musulmans algériens. À Ménilmontant comme à la Goutte d'Or, le rideau de fer était tiré devant les boutiques et les cinémas. Et plus tristement, Barbès sera le théâtre de violences à l'égard des Maghrébins, un harcèlement policier permanent, les premières émeutes de travailleurs immigrés algériens éclatent. Dans la presse, on parle du quartier comme d'une médina, d'une enclave algérienne ou même d'un souk. Malgré la fin de la guerre d'Algérie, les exactions racistes continuent, comme en 1971 par exemple, où un jeune Algérien de 15 ans, Djelali Ben Ali, est tué par le concierge de son immeuble, net, de sang-froid, une balle dans la nuque. S'ensuivent encore des émeutes en réaction. Mais de nombreux événements, fêtes et manifestations favorisant échange et partage animent inlassablement le quartier. La Goutte d'Or a même son carnaval. Dans les années 80, l'atmosphère pluriethnique de Barbès est renforcée par l'arrivée de personnes venues d'Afrique de l'Ouest, du Mali, du Sénégal, de Mauritanie aussi, puis des Asiatiques et des ressortissants des Balkans complètent cette joyeuse panoplie. Le trafic et la consommation d'héroïne explosent dans ces années, et la rue Mira devient d'ailleurs la plus dangereuse de Paris. La prostitution demeure un fléau, Barbès est stigmatisée et sous couvert d'un vaste programme de rénovation dans le milieu des années 80, l'immobilier vieillissant et insalubre du sud du quartier est rénové. Des opérations d'expulsion sont menées par les forces de l'ordre, encore et toujours, pour reloger les personnes en banlieue dans des foyers de travailleurs pour migrants. Des occupations en résultent, de la solidarité aussi, pour sensibiliser la population du quartier sur les dangers de la spéculation et le besoin de solidarité. La prostitution ne fera que se décaler au nord, et l'histoire se répète. Mais Barbès et la Goutte d'Or ne lâchent rien. Dans les années 80, la troupe de théâtre militante Ala Sifa va activement participer au dynamisme artistique et urbain du quartier, en revendiquant ce qui suit. Millions d'hommes loin de leur terre, notre voix est grosse de celle de nos frères là-bas, et de notre exil acheté ici. L'expression sur une scène nous appartient, tout comme dans la rue quand nous manifestons. Nous ne cesserons de les mener de front, avec l'aide et la solidarité de tous ceux qui jusqu'alors furent à nos côtés. On saisit l'histoire de ce quartier populaire et d'immigration, une histoire émaillée de tragédie, de lutte, de solidarité et d'hospitalité. C'est dans le 18e, Barbès. Y'a jamais de problème. Vive Barbès! Nous sommes dans les années 90, la diversité ethnique et les magasins à prix cassés ont fait du quartier un axe commercial très prisé. La foule vient y chercher ce qu'on peine à trouver ailleurs à Paris. Des mets exotiques, des produits tout droit venus d'Afrique. En gros, au détail, le marché Barbès regorge de bijoux, tissus, poissons, viande, épices et condiments. Ça sent bon le Maghreb, l'Afrique et l'ailleurs. Stigmatisé, mal aimé,
le quartier fait l'objet à nouveau de vastes opérations d'aménagement aux motivations parfois douteuses. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien... Barbès devient le cœur d'une mobilisation inédite en faveur des sans-papiers. Rappelez-vous, en 1996, 300 étrangers en situation irrégulière vont occuper l'église Saint-Bernard pour demander la régularisation de leur situation. Mais que reste-t-il de Barbès ? En 2015, Stéphane Pradier, qui était le patron de Tati à l'époque, se réjouissait que quelque chose de différent y soit osé en jetant les yeux sur la brasserie Barbès fraîchement installée. Henri, lui, retraité né à Barbès, pensait qu'il fallait quand même un peu de changement, redynamiser tout ça, mais sans le côté bobo de certains établissements, tournant lui aussi son regard vers la fameuse brasserie. Depuis juillet dernier, on n'y trouve plus le Vichy Rose de Tati. L'emblématique et dernier magasin de la marque sur le boulevard a disparu, achevé par le Covid-19. Dana, 68 ans, s'exprimait dans la presse pour dire qu'elle faisait le trajet depuis Clamart au moins une fois par semaine. Je viens tout acheter ici. Tati fait partie du quartier, de son âme. Hichem, travailleur du quartier, de conclure « Barbès sans Tati, c'est plus Barbès ». C'est un pan de l'histoire de Barbès, lâche Farida. Ça fait un pincement, mais le Tati historique n'existe plus depuis longtemps. C'est plus intéressant maintenant, surtout au niveau des prix. On n'y entendra plus râler sur les réseaux sociaux le kiosquier implanté depuis des années sur le boulevard, victime d'une agression de trop. On y trouve moins de commerce de bouche à cause des supermarchés, mais on y trouve toujours le marché de gens. Certains vous diront qu'on n'y trouve que des bobos en quête de se frotter au quartier, préservés derrière la vitre de leur brasserie préférée, achetant des appartements et chassant les habitants historiques du quartier plus loin, comme par le passé, se plaignant du bruit. Mais à Barbès, il reste la solidarité et les traditions, l'égalité aussi. À chaque ramadan, on y trouve toujours les ingrédients nécessaires à la confection de plats traditionnels, du fric pour la chorba, de l'agneau, des épices. Il reste aussi le Barbès Comedy Club, une des rares scènes de stand-up qui accueille des humoristes arabophones le temps d'une soirée. Il reste les matchs de foot au bistrot et l'orchestre national de Barbès. Boulevard Barbès, rendez-vous. Des tuiles. J'ai rendez-vous, je traverse. Il reste aussi les Marlboro rouges vendus à la sauvette, au terrible goût amer, aussi amer sûrement que les Tunisiens exilés qui les vendent. Il reste cette attractivité marchande qui draine une foule permanente. Il reste la jeunesse, avec un habitant sur 4 qui a moins de 20 ans. Il reste le mélange et l'éclectisme d'un quartier encore très mélangé. On s'y côtoie d'où qu'on vienne, là où on ne l'aurait pas fait ailleurs. Barbès pacifie les relations, vous dira-t-on. Il reste à Barbès d'éveiller l'imaginaire entre exotisme et lieux typiquement parisiens. Il reste tant de choses à Barbès. Je dois avouer que j'avais un peu de timidité à le faire en direct. Peut-être qu'avec le temps, ça passera. Mais c'est un exercice qui est dur. Hein. Et le côté Tati, ça m'a fait rappeler aussi la fois où j'avais été, parce que j'ai été une fois dans le 18e à Barbès. Et c'est vrai que, notamment, le 18e arrondissement de Paris est quand même assez particulier, parce que dans le 18e, t'as tellement d'environnements différents. C'est magique, cet arrondissement. Moi, je l'aime bien. Alors, malheureusement, le Tati a disparu. Et ça a été... lorsque j'avais entendu ça aux informations avec Roger Giquel, ça m'a choqué. J'étais... Non, mais c'est dommage, parce que c'était emblématique, ce Tati, dans ce quartier. C'était... voilà, qui n'y a pas été? Mais puis moi, j'ai appris plein de choses en préparant ce petit document. J'ai appris que Tati avait été plus visitée que la Tour Eiffel, ce que j'imaginais pas. J'ai appris plein de choses, l'architecture aussi et l'urbanisme du quartier. Pourquoi les logements y sont petits, et tout ça provient de l'histoire. Et ce qui est formidable, quand j'ai travaillé le sujet, je me suis aperçue que souvent, c'est vrai que c'est un quartier qui n'a pas une bonne image pour toutes les raisons qu'on connaît, mais
J'ai voulu le contrebalancer parce que mes recherches me l'ont prouvé. C'est un endroit où il y a toujours eu de la fête, de la bonne humeur, une ambiance, des festivals, des choses en fait qui permettaient aux gens de se raccrocher à du positif. Et où finalement, que tu sois pauvre, avec peu de ressources, sans travail, quelle que soit ton origine, que tu viennes chez Tati faire tes courses alors que tu es de bonne famille et que tu habites le 16e, la vendeuse, elle te traite toujours de la même manière, qui que ce soit. Et c'est un des rares endroits à Paris où c'est vrai qu'il y a ça. Merci beaucoup Laetitia, tu m'as mis plein de nostalgie. J'ai vécu 6 ans dans ces quartiers quand j'étais à Paris et tu m'as remis plein de souvenirs et surtout tu m'as appris plein de choses que je connaissais pas. Une par exemple m'a fait un peu sourire, c'est que j'avais jamais compris que Rochechouart était une femme. J'ai toujours imaginé que Rochechouart était un homme, je ne sais pas pourquoi. Et donc ça m'a beaucoup marqué quand tu l'as dit dans ton histoire. Et puis tu m'as ramené dans ce boulevard, en fait, ce gros croisement de rues et ce grand boulevard qui en fait pouvait, dans l'imaginaire, est un lieu pas très sûr, des fois la nuit, il se passe plein de choses. Et je peux vous dire qu'à Paris, j'ai été agressée 3 fois, mais jamais à Barbès. On m'a agressé dans le 16e, dans le 10e, tu vois, dans le premier, mais jamais à Barbès. Parce qu'en fait, je pense à Barbès, il y a peut-être des dealers, des petits trafics, mais tout le monde se regarde et tout le monde essaie de garder un équilibre. Et en fait, il y a une espèce de respect entre tous les gens qui font un commerce ou un trafic. Et bon, sans juger. Et je ne sais pas si ça ressort... comme je voulais le dire, mais en fait, c'est ça, le rapport à l'égalité. Qui que tu sois, tu seras traité pareil et il n'y aura pas forcément de problème. La cohabitation se fait là-bas beaucoup plus simplement et naturellement que dans d'autres quartiers. Mais je pense que ça provient aussi de l'histoire un peu violente de Barbès. C'est quand même un endroit de lutte et d'hospitalité. Tout est dans le contraste et dans l'antagonisme finalement. Merci les amis d'être passés par Balades Immobiles pour ce mois de mai. Merci beaucoup, toujours un plaisir. On se retrouve très vite, on se retrouve le mois prochain pour d'autres aventures. Bye bye. À très vite. C'est la balade qui s'arrête là, voilà.